Il lui a tendu son billet sans hésiter. 3 jours plus tard, sa photo était dans tous les journaux. Paris, 7h58. Le métro pue la pluie et les regrets. Les regards sont fixés au sol, aux écrans, à rien. Julien, 34 ans, col blanc parmi des milliers, froissé par l'usure d'une vie sans flamme. Les écouteurs vissés dans les oreilles, il regarde le reflet flou de son visage dans la vitre, comme s'il attendait qu'un inconnu s'éveille à sa place. À la station Bastille, les portes s'ouvrent dans un souffle de vent froid. Une femme monte, visiblement enceinte, vêtue d'un impair beige démodé. Personne ne bouge. Les yeux s'abaissent, les corps s'enfoncent dans leur siège comme pour s'effacer. Julien, sans savoir pourquoi, se lève. Pas héroïquement, juste naturellement. Il lui fait signe. Elle s'assoit sans un mot. Juste un regard, profond, sincère, inconnu. Les stations défilent. Elle se lève, lui touche discrètement le bras et chuchote. « Merci ». Puis, dans le mouvement de la foule, elle disparaît. Julien redescend à République, un peu bousculé, un peu changé. En rentrant au bureau, il vide ses poches machinalement. Clé, ticket resto et un papier plié en 4. Il ne se souvient pas l'avoir mis là. Une écriture penchée, nerveuse. Si vous avez fait ce choix, c'est que vous êtes prêt. Venez à l'adresse au dos, ce soir à 21h. Ah. Il rit, nerveusement, jette le papier dans la corbeille. À 20h52, il le récupère, lisse les plis et part sans dire un mot à personne. L'adresse mène à une ruelle que même Google Maps a oubliée, le genre de coin où les lampadaires clignotent comme des avertissements. Un immeuble d'un autre siècle, lépreux, dont les murs transpirent la solitude. La porte d'entrée est entr'ouverte, grinçante comme dans un cauchemar trop lucide. Julien monte. Les escaliers sentent le vieux bois et les secrets. 4e étage. Une lumière pâle filtre sous une porte entr'ouverte. Il hésite, frappe. Elle s'ouvre d'un souffle, sans bruit. À l'intérieur, 6 personnes l'attendent, dont elle, la femme du métro. Mais quelque chose a changé. Son ventre n'est plus rond, son regard plus dur, plus profond. Julien, tu n'as pas cédé une place. Tu as fait un choix que 99% des gens ne font plus. Tu as agi sans témoin, sans retour. C'est pour ça que tu es ici. Il recule d'un pas. Qui êtes-vous? Elle répond doucement. Ceux que le monde oublie, mais qui voient encore. Les autres membres l'observent sans parler. Une tension étrange flotte dans l'air, entre danger et révélation. Elle s'approche, lui tend un dossier scellé. À l'intérieur, des photos de lui, prises à différents moments de la journée. Des relevés de ses appels, un historique de ses recherches en ligne. Tu es surveillé, pas par nous, par eux, parce que tu t'es levé. Julien frissonne. Qui, eux? Elle murmure un mot qu'il n'oubliera jamais. L'ordre du silence. La pièce est sobre, presque vide, à l'exception d'un grand tableau noir couvert de cartes, de fils rouges et de notes manuscrites. Une silhouette entre, boitant légèrement. Sa barbe grise dissimule une mâchoire contractée par des années de silence. Son regard transperce. Il s'appelle Lazare. Ancien grand reporter d'investigation, porté disparu depuis 10 ans, déclaré mort après avoir dénoncé des réseaux d'influence cachés dans les institutions. Officiellement, un suicide. Officieusement, il a survécu, en marge, et il forme désormais les réveillés. Julien écoute, absorbé. Lazare ne parle pas comme un leader, mais comme un homme brisé qui continue de marcher malgré les éclats dans sa chair. « Tu crois que tu es venu ici par hasard, Julien ?» Le hasard, c'est ce que les puissants laissent aux ignorants. Sur une vieille table, Lazare pose un document, un plan de surveillance algorithmique, où figurent des milliers de noms, dont celui de Julien. Ce que tu as fait ce matin-là, c'était une détonation, silencieuse mais puissante. Tu es un imprévu, un grain de sable dans leur mécanique. Julien veut comprendre, il veut agir, mais Lazare l'arrête. Ce que tu ressens, cette envie de justice, c'est une arme à double tranchant. Avant de la brandir, tu dois apprendre à voir. Il lui tend une petite boîte noire. À l'intérieur, une oreillette et un badge de livraison. Demain, tu t'assois à cette terrasse. Tu observes. Tu ne bouges pas. Tu n'aides pas. Tu encaisses. Julien serre le badge entre ses doigts et entre dans l'ombre. Rue Gassendi, café banal, chaise bancale, le genre d'endroit où personne ne regarde personne. Julien, casque vissé, fait mine de jouer à Candy Crush, mais ses yeux filment. Une femme âgée, voûtée, entre au centre social en face. Il l'a vue sur la photo de briefing. Mme Delma, veuve, isolée. Le fonctionnaire au guichet l'humilie à voix haute parce qu'elle a égaré un formulaire.
Elle ressort en pleurant. Julien serre les poings, mais reste assis. Deux gamins, l'un noir, l'autre en survêt, se font encercler par une patrouille. Pas un mot de travers, pas de violence. Et pourtant, les regards les condamnent. Ils finissent menottés. Julien se lève, une impulsion. Mais la voix de Lazare dans l'oreillette est glaciale. Si tu bouges maintenant, tu détruis leur confiance. Ce que tu ressens, note-le. Regarde plus fort. Julien s'assied. Une femme SDF tend la main, puis baisse les yeux quand on l'ignore pour la 12e fois de la journée. Il croise son regard. Elle esquisse un sourire. Pas de plainte, pas de mots. Il rentre ce soir-là avec la nausée. Il ne dort pas. Il veut hurler. Au QG, il explose. Vous me demandez de regarder le monde s'écrouler sans lever le petit doigt? Lazare le fixe, impassible. Non, je te demande de ne plus jamais l'ignorer. Et dans ce regard échangé, Julien comprend que l'épreuve n'était pas de voir, mais de ressentir sans anesthésie. C'est ça, le vrai début du courage. Le QG est en fait un ancien théâtre désaffecté, dont les coulisses servent de centre d'opération clandestin. C'est là que Julien rencontre ses alliés, ceux avec qui il va bientôt risquer sa vie. Inès, petite, silhouette presque fluette, mais regard tranchant comme une lame. Hackeuse de génie, elle a grandi dans les cités oubliées par la République et les caméras. Elle se méfie de Julien. Tu crois qu'un geste gentil te rend crédible? Bienvenue dans le monde réel. Elle le teste sans arrêt. Il échoue souvent, mais elle observe, silencieusement. Malik, ex-policier, radié après avoir dénoncé un trafic de données internes. Il parle peu, mais quand il le fait, chaque mot pèse. Les lois, c'est des murs. Ce qu'on fait ici, c'est chercher les failles. Il devient un frère de l'ombre pour Julien, un garde du corps moral et physique. Johanna, éducatrice en infiltration dans des écoles sensibles. Elle parle avec douceur, mais ses yeux racontent d'autres choses. Elle voit le mal de l'intérieur. L'ordre du silence, ils ne tuent pas. Ils effacent, lentement. Ils vident les gens. Julien découvre avec horreur l'ampleur du réseau ennemi. L'ordre du silence, une société secrète infiltrée dans les administrations, les médias, les algorithmes sociaux. Ils ne cherchent pas le pouvoir visible. Ils veulent le silence. Le contrôle par l'effacement de tout ce qui éveille. Un soir, Inès lui montre une interface codée. Elle l'ouvre. Sur l'écran, fiche 457 à nom Julien Berthier. Statut à surveiller, conduite inattendue, action, silencement, étape 1 démarrer. Julien sent le sol se dérober. Tu n'as pas été repéré parce que tu es un héros, Julien. Tu l'as été parce que tu as montré que tu pouvais encore ressentir. Et ça, pour eux, c'est une menace. Une nuit. Julien sent que quelque chose ne va pas. Le trajet jusqu'à son appartement lui paraît plus long, plus froid. La lumière du palier clignote. Sa porte est entr'ouverte. Il pousse doucement. Le silence est assourdissant. Tout est saccagé. Tiroir ouvert, cadre brisé, ordinateur grillé, livre éventré. Sur le mur, écrit au sang ou à la peinture, il ne sait pas, cette phrase tracée en majuscules irrégulières. Les héros n'ont pas de repos. Son cœur s'emballe. Il appelle sa sœur. Messagerie. 3 fois. Il prend un taxi. Traverse la ville à vive allure. Arrive devant chez elle. La porte est fermée, mais un étrange silence habite l'appartement. Il entre. Rien. Vide. Pas même une trace de lutte. Sur la table, un vieux cadre photo de leur enfance, brisé. Et dans la cheminée, un tas de cendres encore tièdes. Julien tombe à genoux. L'air manque. Il ne pleure pas. Il implose de l'intérieur. Une main sur son épaule. Calme. C'est ce qu'ils font. Ils ne tuent pas. Ils t'enlèvent le sens. Ils te font douter que tu existes. Julien serre les poings. Son regard change. Il ne fuit plus. J'ai perdu ce que j'avais de plus précieux, mais je ne leur donnerai pas ce que j'ai de plus vivant. Mon choix. Et à cet instant, Julien cesse d'être une victime. Il devient un combattant. Julien a le visage marqué, les traits tirés, mais le regard acéré. Il n'est plus celui qui observait depuis un trottoir. Il cherche des réponses. Il exige de parler à la femme du métro. Alma. Il se retrouve dans une serre abandonnée, sur les hauteurs de Montmartre. L'air y est lourd de poussière et de secrets. La lumière verte des plantes desséchées filtre à travers les vitres cassées. Alma l'attend, droite, sereine. Julien crache sa rage. « Vous avez détruit ma vie pour une mise en scène ?» Elle le laisse hurler. Puis simplement, ce n'était pas une mise en scène.
C'était une vérité que personne n'ose affronter. Tu ne t'es pas levé pour moi, tu t'es levé pour toi. Ce moment t'a révélé. Elle s'approche, lui tend une vieille photo, un groupe de jeunes activistes, souriants. Parmi eux, Alma et Lazare. Nous avons tous été ceux qui se sont levés, et nous avons tous été brisés. Elle raconte son passé dans l'ordre du silence. Comment elle y est entrée pour changer le système de l'intérieur, avant de comprendre qu'il n'y avait pas d'intérieur. Que tout était corruption, simulation, mort par consentement. Elle a simulé sa grossesse pour déclencher un test moral. Julien fut le seul à réagir. Tu es ce que l'ordre ne peut pas prévoir, un humain. Elle ajoute grave. Mais maintenant qu'ils t'ont vu, tu n'as plus le droit d'être petit. Julien comprend. Il est le feu qu'ils ont essayé d'étouffer. Il brûlera plus fort. Réunion d'urgence. La cellule clandestine s'agite. Inès a réussi un piratage miraculeux. Ils ont accès à une fréquence télévisée nationale. Une seule chance. 87 secondes. Le débat fait rage. Qui portera le message au monde? Lazare, trop connu. Inès, trop compromise. Malik, trop surveillé. Johanna, trop risquée. Julien les écoute, puis se lève. C'est moi qu'ils ont ciblé. C'est ma voix qu'ils ont essayé d'éteindre. Alors ce sera ma voix qu'ils entendront. Silence. Il sait ce que cela implique. Plus de retours possibles. Il devra effacer toute trace de son existence, tout ce qu'il fut, pour embrasser une cause qu'il ne contrôle pas. Inès pleure en silence. Elle cache mal qu'elle l'admire. Malik l'aide à enregistrer le message dans un théâtre désert, lumière tamisée face caméra. Si ce message vous parvient, c'est que j'ai perdu mon nom, mais pas ma voix. Je ne suis pas un héros. Je suis un homme. Et si vous vous êtes déjà levé pour quelqu'un sans rien attendre, alors vous êtes plus dangereux que vous ne le croyez. L'ordre du silence existe, et il a peur. Pas de nos armes, mais de nos gestes invisibles. Pendant les 87 secondes suivantes, la France entière regarde Julien. Les réseaux s'enflamment, l'État nie, l'ordre accélère, Julien disparaît. Mais son cri, lui, reste imprimé sur la rétine d'un peuple qui croyait avoir tout vu. L'onde de choc est immédiate. Les autorités nient l'existence de l'ordre du silence. Mais les chaînes d'infos diffusent en boucle le visage de Julien, requalifié en terroriste digital, propagandiste dangereux, ennemi de la République. Dans les rues, certains le traitent de fou. D'autres commencent à poser des questions. Les hashtags explosent. Les serveurs tombent. Le chaos numérique s'installe. Julien, caché dans une crypte reconvertie en abri, regarde son propre visage en une des journaux. Il est devenu un mensonge, une fabrication. Il n'est plus un homme. Il est un symbole que d'autres veulent modeler. Alors vient le choix le plus cruel, disparaître totalement. Effacer jusqu'à sa mémoire dans ceux qu'il aime. La cellule organise un plan. Avec l'aide d'un coroner complice, ils mettent en scène sa mort. Un accident de voiture, un corps méconnaissable, des papiers brûlés. Tout concorde. Lazare tient un dernier discours funèbre filmé pour les archives secrètes du groupe. Ce n'est pas un homme que nous perdons, c'est un masque. Et sous ce masque, un feu continue de brûler. Alma est là, le regard fixe. Elle ne pleure pas, mais elle serre dans sa main un vieux ticket de métro froissé. Julien regarde son reflet pour la dernière fois dans le miroir d'un entrepôt vide. Il se dit tout bas. Julien est mort, mais il s'est réveillé. Il brise le miroir et part vers l'inconnu. 6 mois plus tard, un village reculé, quelques maisons en pierre, un vieux puits et une école dont les murs tombent en ruine. Le gouvernement l'a laissée pour morte. Un homme s'affaire, jour après jour, à reconstruire cette école. Il enseigne le français à des enfants réfugiés, retape les murs avec ses mains, soigne avec des plantes médicinales qu'il apprend à reconnaître. Il ne parle jamais de son passé. Il dit s'appeler Elian. Un jour, une petite fille lui demande pourquoi il ne veut jamais se reposer. Il lui sourit, la regarde droit dans les yeux. Parce qu'un jour, quelqu'un s'est levé pour moi. Et maintenant, c'est à mon tour. Des livres circulent dans la région, photocopiés à la main. Le visage de Julien y apparaît comme un fantôme résistant. Une légende urbaine. Les plus jeunes disent qu'il a survécu, qu'il vit toujours, quelque part, et qu'il veille. Dans un monde où l'attention est une monnaie, le silence devient une arme. Mais ceux qui savent, savent. Julien ne s'est pas éteint. Il a choisi de brûler dans l'ombre. Un simple geste peut changer une vie.
Une vie peut réveiller un peuple, et parfois céder une place. C'est reprendre la sienne dans l'histoire des justes.